Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de nom de marque, nom de site internet, nom de produit. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lance un produit ou un service, ben, on se demande, merde, quel est le bon nom qui va accrocher et comment faire pour le trouver. Souvent, en fait, ce qu'on fait, et c'est ce que je faisais pendant des années, c'est se dire, bah tiens, je commençais à réfléchir de mon côté là, 3-4 noms, et puis on va faire une séance de brainstorming, puis hop, avec 5 ou 6 personnes d'entreprise, que je fais venir pendant une réunion, je leur explique le truc, bon bah voilà ce qu'est le nom de produit, dites-moi à quoi ça vous fait penser, et hop, voilà. Et en fait, on se retrouve généralement avec une trentaine, une quarantaine de noms, et puis on n'est pas beaucoup plus avancé qu'au départ, sauf cas exceptionnel, on n'arrive pas à avoir un vrai nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, la créativité, c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça, tac, en un claquement de doigts. Sauf si vous avez quelqu'un qui est particulièrement brillant, quelqu'un qui est vraiment, comment dire, créatif et qui arrivera tout de suite à vous trouver quelque chose. Autrement, c'est compliqué. Parce qu'en fait, souvent, quand on est comme ça invité à ce genre de réunion, eh ben, on sait même pas, ou presque pas, de quel est le contenu. Éventuellement, on a un brief devant, mais la plupart des gens qui y vont ont à peine eu le temps de lire le brief auparavant et ils arrivent un peu en débutant, ouais, j'ai pas eu le temps de chercher au truc. Et vous, pareil, si vous avez juste passé, on va dire une heure ou deux, ben, vous n'arriverez pas à vous sortir du quotidien. Le but, en fait, lorsqu'on fait comme ça une recherche de nom de produit ou de nom de marque, c'est prendre le temps et se donner le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ça va être une procédure, un processus qui va s'étaler au minimum sur, allez, 2 semaines ou quelque chose comme ça. Pourquoi 2 semaines? Puisqu'en fait, ben, au début, vous allez commencer à réfléchir à des choses, vous allez commencer à les écrire sur papier, et après, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit, sans que vous sachiez, il va réfléchir à ça. Il va revenir là-dessus, vous allez voir d'autres trucs, et en fait, bah, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être n'importe quoi, en regardant un film ou n'importe quoi, tac, vous allez, ah ouais, tiens, il y a un truc, et vous allez noter ces noms-là. Et ça, en fait, ça vient du fait que c'est pas votre cerveau rationnel qui doit le faire, mais c'est votre cerveau inconscient. Et le cerveau inconscient, comme ça, tac tac, il va faire des liaisons entre différentes choses. Et c'est pour cela, en fait, que le principe de création graphique et création de mots, création de concepts, etc., ça peut pas fonctionner comme ça sur commande. Il faut se laisser le temps, puis en plus, il faut, entre guillemets, se déconnecter du quotidien. Généralement, si vous partez juste, allez, on va dire 2 heures ou une après-midi, ça suffit pas. Grosso modo, hein, d'expérience, je pense qu'il faut à peu près, allez, 3 heures pour arriver vraiment à sortir quelque chose. Et quand je dis vraiment 3 heures, c'est vraiment se dire, ok, ben, j'ai une réunion à 14 heures, et ben je reste au moins jusqu'à 17 h 18 heures pour avoir les bons résultats. Si on se fait juste une réunion de brainstorming, on n'y arrivera pas. D'autres points que j'insiste sur le brainstorming, alors ça a pas mal d'avantages, ça permet de fédérer, ça permet en fait de trouver des idées. Mais le problème du brainstorming, c'est qu'en fait souvent c'est des idées moyennes. Euh, en fait, en groupe, en 10 minutes, 1 heure ou quelque chose comme ça, on n'arrive pas à trouver des choses originales parce qu'il faut vraiment aller loin, il faut chercher dans des concepts, etc. Et il faut se prendre un petit peu la tête et ça, en fait, ça marche pas en 1 heure. C'est pour ça, en fait, que pour faire un travail un bon travail de création de marque et de nom de domaine ou choses comme ça, il faut travailler de son côté. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pas en regroupant des gens et en faisant tac, on trouvera le truc bien. Il vaut mieux, en fait, que vous pensiez de votre côté, ensuite que vous soyez en fait en phase de création et vous demandez ça à 2-3 personnes et éventuellement après vous vous retrouvez en mode brainstorming. Mais avant, il est vraiment indispensable. Moi, c'est quelque chose qui me faisait chier en fait quand j'ai été product manager dans une très grosse boîte et on sortait régulièrement des produits, à la fois des produits services, des produits physiques, des logiciels, des choses comme ça. Et bien en fait, ça me faisait chier quand les gens venaient à un brainstorming et ne travaillaient pas. Et ça, ou quelqu'un qui te dévoilait le truc le jour même. Tu dis mais non mais moi, en fait, avant de commencer, il faut que tu me donnes, faut que je travaille au moins une demi-heure, 1 heure là-dessus. Parce qu'en fait, ça permet en fait d'avoir déjà une base et en fait de pouvoir réalimenter la conversation en trouvant des nouveaux mots. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Et si tu viens pas avec au moins une vingtaine de propositions de noms sur différentes thématiques, ça sert à rien. Voilà. Mais bon, la créativité aussi, c'est un concept et c'est une méthodologie. Et c'est pour ça en fait que bah, j'ai créé en fait cet article-là que vous allez trouver sur mon blog, hein. Vous tapez dans Google tout simplement comment choisir un bon nom de marque ou nom de marque ou trouver un nom de marque ou nom d'entreprise. Et normalement vous me trouverez. Donc tapez dans Google et vous avez directement l'article. Alors c'est un article qui est hyper long.
Ouais, cet article-là, je crois qu'il doit faire 12 000 mots. C'est quasiment un bouquin, quoi, un livre blanc que vous avez là-dessus. Et vraiment, j'ai essayé de regrouper toutes les méthodologies que je connais. Et si vous en avez d'autres, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire. Ou si vous avez des exemples, ça m'intéresse pas mal parce qu'en fait, on n'a jamais la science infuse. Moi, je vous ai mis 10 ans d'expérience de création de noms, mais je suis pas un professionnel de ça et j'aimerais bien en fait avoir vos retours. Et n'hésitez pas. Voilà. Donc le cœur en fait comme je le disais c'est de travailler dans son coin. Il faut vraiment travailler dans son coin au moins 2 heures minimum avec les méthodes que je vous ai trouvées et c'est là qu'on va réussir à le faire. Donc 2 heures et ensuite laisser poser son idée en fait. C'est vraiment important de laisser poser son idée pendant 3-7 jours pour que pendant que vous dormez, votre idée reste encore un petit peu blablabla. Et ensuite donc ce fameux séance de brainstorming. Le travail personnel c'est essentiel. Ensuite il y a les 8 étapes. Alors les 8 étapes pour travailler soi-même et trouver son nom de marque. En fait, je dirais clairement qu'il y a la première étape, c'est l'étape zéro, hein, c'est clarifier son persona. C'est vraiment important avec les attentes, les besoins, les peurs. Ça en fait, ça vous permet de partir sur le bon pied. Si vous sortez un produit mais qui n'est pas adapté à votre cible, ça sert à rien quoi. Si par exemple, je sais pas, vous vendez un produit, je sais pas, un produit d'hygiène féminine, je sais pas du shampoing ou je ne sais quoi, et vous commencez à choisir votre nom pour un shampoing, mais finalement vous vous rendez compte que la cible en fait c'est peut-être les filles de je sais pas les petites ados de 5 ans, 6 ans ou 3 ans, 4 ans et en fait que c'est des fans de Peppa Pig et de la Reine des Neiges, ça sert à rien d'aller rechercher un nom très comment dire bébé Cadom et compagnie quoi. Et il faut choisir un nom qui soit vraiment en phase avec là-dessus ou alors se dire tiens finalement je vais peut-être pas créer un nom de marque mais je vais plutôt prendre une licence et je vais prendre une licence de la Reine des Neiges ou de Peppa Pig et j'aurai un produit qui fonctionnera bien mieux que d'aller inventer un truc qui sera totalement déconnecté de leur passion du moment. Voilà. Donc l'étape numéro 1, on le verra ensemble, c'est le persona. Étape numéro, ça c'est l'étape 0. L'étape 1, c'est définir l'univers de marque et les concepts qui sont associés. L'univers de marque, c'est votre mission, votre vision, etc. C'est en fait qu'est-ce que vous voulez que ça vous inspire, quelle est votre mission pour que vous écrivez votre produit, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait cet univers de marque, qui va vraiment assez loin parce que ça représente quand même un petit peu tout votre secteur d'activité, là en fait vous allez travailler sur votre USP. Unique Selling Proposition, en quoi vous êtes différent, parce que c'est bien d'être sur une thématique particulière, hein, mais si vous n'avez pas en fait tout ce qui est avantage par rapport aux autres, ça sert à rien. Imaginons que je sais pas, vous soyez un pressing, voilà. Vous voulez sortir un pressing et ça vous n'avez pas sorti un pricing classe, au low cost au contraire, vous allez sortir un pricing super classe et vous voulez être le seul en fait sur Paris qui je sais pas spécialisé dans le nettoyage de tissus, de vêtements, de robes, des choses comme ça qui sont hyper sensibles ou qui sont historiques ou des choses comme ça. À ce moment-là, vous n'allez pas sortir un truc dans le domaine du pressing, vous allez plutôt choisir un, un nom qui va être plutôt historique, comme je sais pas si vous faites du nettoyage de tapisserie, ça peut être Bayeux nettoyage ou je sais pas le cerf de pas le cerf de Bayeux parce que le cerf c'est pas ça serait pas bien, mais ça peut être plutôt le vicomte de Bagneux ou le chevalier de Bayeux. Et en fait là vous êtes parce qu'on fait passer à la tapisserie de Bayeux ou des choses comme ça. Donc vous allez vraiment monter en gamme, vous n'allez pas faire un truc qui va être low cost. Voilà. Donc votre Unique Selling Proposition. Étape numéro 3, c'est tout simplement trouver les noms grâce aux 12 techniques de création de noms. En fait, moi j'en ai vraiment listé 12 et sincèrement, ça marche pas mal. Ça vous permet d'avoir une belle liste et de pouvoir en fait trouver facilement. D'ailleurs, là dans cet enregistrement, je vais passer directement après aux techniques une fois que je vous aurai fait la méthodo parce que c'est ça qui est le plus important. Vous verrez après dans l'article comment définir l'univers de marque et tout ça, mais je vais vraiment me recentrer sur ces 12 techniques parce que c'est vraiment le cœur de la méthode. Voilà. Donc une fois que vous avez, grâce à ces 12 techniques, validé la conformité des idées par rapport au concept initial, et bien tout simplement en fait vous allez pouvoir dire ok voilà ma shortlist, hein, tout simplement. Et donc ça c'est vraiment important parce que moi ça m'est souvent arrivé de trouver des super noms, que ce soit par exemple des noms de produits, que ce soit des noms de noms de domaine, etc. Puis après me dire mais putain merde c'est pas du tout le cas. Par exemple en fait j'ai acheté le domaine à un moment donné Strategos Marketing
marketing, parce qu'en fait je voulais sortir un produit qui était un truc qui permettait d'avoir des modèles de plan marketing, checklist d'action, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que merde, Stratégos Marketing, ça avait rien à voir avec le concept. Et pourtant, je trouvais le nom de domaine vachement sympa parce que je me disais Stratégos, c'est stratégie, c'est un truc grec, etc. Et finalement, c'était totalement décalé parce que moi, je travaillais plutôt, enfin, sur ce projet-là, c'était plutôt pour une start-up. Mais j'avais dit merde, putain, j'ai acheté le domaine. Je crois que d'ailleurs, je l'ai toujours. Et ben, finalement, c'est pas du tout adapté. J'aurais dû prendre un nom de domaine qui était plutôt checklist, marketing checklist ou des choses comme ça, ou checklist pro ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez vérifié la conformité de votre idée de marque à votre concept, ben, vous allez vérifier tout de même qu'il n'existe pas déjà. Alors, il y a deux manières de le faire, hein. La manière avec le nom de domaine, c'est-à-dire que vous allez vérifier si le nom de domaine n'est pas déjà pris. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel maintenant, parce que certes, on peut toujours mettre un nom de domaine.io, un nom de domaine.ai ou des choses comme ça, mais je trouve quand même que c'est quand même plus classe d'avoir un .com ou .fr. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pas si vous tapez uniquement dans Google votre nom de marque et que ça sort pas, ça veut pas dire en fait que le nom de domaine n'est pas pris. Même d'ailleurs, vous pouvez même taper votre nom de domaine et rien avoir du tout, mais le nom de domaine peut être pris. Euh, Tout simplement parce que quelqu'un l'a acheté et n'a pas fait de redirection. Donc pour le seul moyen de vérifier que votre nom de domaine n'est pas déjà pris, vous allez par exemple sur one-on-one, yonos.fr, OVH ou Gandhi ou peu importe, et en fait vous allez taper votre nom de domaine comme si vous l'achetiez, et là en fait vous saurez vraiment si le mot de passe, si le nom de domaine existe ou pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez vérifié que le nom de marque était OK, etc., à ce moment-là, il faut tout de suite le tester avec vos vrais clients, vos vrais prospects, avec l'interne, avec des influenceurs, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir l'idée, c'est bien beau de voir que le nom de domaine est bon, il faut quand même vérifier un peu que ça correspond à ce que veulent les clients. Et ça, c'est un problème qu'ont souvent des gens, c'est qu'ils ont peur en fait de tester le nom. Moi, en fait, je me souviens, il y a à peu près 10 ans de ça, je travaillais chez un éditeur de logiciel Ciel, et en fait, on allait sortir un produit. Et en fait, c'était un produit dans le bâtiment. Et c'était un logiciel pour faire des devis, des factures, etc. Et c'est vrai que on était en train de dire merde, qu'est-ce qu'on va sortir comme nom de produit? Et c'est vrai que tout le monde était en train de me pousser pour en fait prendre le nom du produit qui était Ciel Multidevis. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait racheté en fait une marque qui s'appelait Multidevis et en fait on était en train de le décliner pour Ciel. Et donc de manière tout à fait logique, le choix c'était ben oui on va l'utiliser, on va utiliser Multidevis parce que le produit s'appelle Multidevis donc ben voilà on va l'appeler Multidevis. Sauf qu'en fait quand tu dis Ciel Multidevis, tu dis mais c'est quoi? C'est devis quoi de artisan, c'est devis de service, etc., etc. Donc moi je trouvais le nom de domaine vraiment, enfin le nom de domaine, le nom du produit vraiment pas adapté. Et donc en fait j'ai dit mais non mais ça va pas. Et donc en fait j'ai fait des petites séances de brainstorm et avec les méthodes que je vous ai expliquées après. Et en fait tout simplement il y a trois quatre noms qui sont ressortis du lot. C'était donc Ciel Multidevis. Bon, parce que en fait on l'avait proposé dedans, la liste. On avait proposé Ciel Artisan du bâtiment, parce qu'en fait c'était pour les artisans du bâtiment, et Ciel Devis Facture Bâtiment. En fait c'était ces trois noms de mémoire. Et en fait, donc je les ai fait tester. J'ai envoyé en fait une enquête de satisfaction à une sélection de clients, en testant également le prix, en testant le concept et tout ça. Donc vraiment une petite étude. Et là, bim, j'ai vu tout de suite que c'était Ciel Artisan du bâtiment qui cartonnait le plus, vraiment deux fois plus au minimum que les autres. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a choisi multi-devis. Alors pourquoi vous allez me dire, merde Fred, tu m'as dit que c'était le meilleur nom, c'était celui qui était le plus évocateur, les gens retrouvaient, etc. etc. Et t'as pas pris ce nom-là, mais pourquoi? Tout simplement en fait parce qu'on voulait jouer un effet de gamme. Et ça aussi c'est un truc qu'il faut pas négliger parce que vous pouvez très bien avoir un super nom de domaine, mais en fait vous dites maintenant nom de domaine ou nom de produit, mais vous voulez en fait avoir une cohérence dans votre gamme. Par exemple, moi quand j'ai travaillé chez Sedge, l'éditeur de logiciel, on avait Sedge 30, on avait Sedge 100, on avait Sedge 1000, etc. etc. Et tu avais gestion commerciale, pack plus machin, etc. Tu pouvais pas complètement péter le truc, quoi. Tu peux pas changer le truc. Et par exemple, au début, on avait Sedge CRM, sedgerm.com, et puis après on s'est dit merde, mais sedgerm.com c'est
très sympa, mais c'est un peu has-been. Et on a tout nommé après les produits en cloud. Sedge CRM Cloud, ensuite il y avait Sedge 100 Cloud, etc., etc. Donc c'est un effet de cohérence de gamme qui fait que tu vas devoir en fait changer la stratégie. Par exemple aussi, maintenant, si vous regardez, je pense que les produits Ciel maintenant sont devenus Ciel, mais enfin les produits Ciel sont devenus les produits Sedge. Et pendant très longtemps, en fait, la marque était indépendante et puis on les a regroupés de plus en plus pour que ce soit Ciel Bad Sedge, Sedge Ciel, etc., etc. Parce qu'en fait, c'était ce qui était le plus important. Là aussi, par exemple, je vous donne une anecdote. Je me suis occupé pendant des années d'un produit qui s'appelait Act. C'est un produit en fait qui faisait un mini CRM, gestion de contact. Et c'est vrai que tant qu'il était indépendant, on l'appelait Act. Ensuite, on l'appelait Act by Ciel. Ensuite, je crois que c'était Act by Sage parce que c'était par Sage qu'il était passé. Et ensuite, on a dû l'appeler Sage Act. Et en fait, ensuite, c'est devenu, je crois, Sage Act. C'est resté comme ça à la fin. Mais en fait, c'est pour montrer qu'un produit qui était Act a passé Ciel, Act by Ciel, Act by Sage, et ensuite c'est Sage Act. Donc on a vraiment changé les noms parce qu'en fait, on voulait un système de cohérence et faire profiter au départ du nom Act qui était très, très connu aux États-Unis et au fur et à mesure de le faire bouffer par la marque Sage qui était la plus importante. Voilà. Donc c'est pour ça que le concept est important et ensuite la déclinaison. Ça c'est l'étape numéro 7. La déclinaison à tout ce qui est logo, tout ce qui est slogan et là j'en ai parlé, les gammes de produits. Voilà. Et dernier point, en fait, hein, huitième étape, c'est surveiller son e-réputation. Ça, en fait, j'ai un super article là-dessus. Tapez outils e-réputation ou e-réputation conseil marketing. Et j'ai un article qui est vraiment sympa où j'ai listé en fait des 10 outils à peu près qui comptent hein, pour faire de la veille et de la gestion des réputations. Et c'est assez sympa, veille concurrentielle. Et j'ai même un petit article qui explique comment corriger une mauvaise réputation, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc je vous ai dit, je ne vais pas vous parler de pourquoi il est important d'avoir un nom de marque, pourquoi il est important d'avoir son persona et le définir. Ensuite l'univers de marque, hein, je vous disais, c'est la vision, la mission, les valeurs, la personnalité et le territoire visuel et verbal. Ça en fait, si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez en fait dans l'article et je vous explique vraiment tout, c'est assez complet. J'ai essayé de faire un truc qui était vraiment bien foutu. Je vous ai montré également dans l'article, vous verrez, vous avez un petit SWOT, une matrice force, faiblesse, menace, opportunité, qui pour moi est assez sympa parce que ça permet de synthétiser un petit peu la marque, qu'est-ce qu'elle a de forte, qu'est-ce qu'elle a de différenciante, et en fait ça permet d'avoir quelque chose de visuel, parce qu'en fait nous les êtres humains on est vraiment très très visuel. Si on a vraiment réussi à dominer la Terre, c'est parce qu'en fait on est une espèce en fait qui est très très visuelle et qui fonctionne beaucoup à la vue. Par exemple, moi je dis toujours, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui te fasse avancer, quelque chose que tu veux surveiller et être motivé, il faut l'avoir sur les yeux. Plusieurs exemples. Pendant quelques années, en fait, j'avais des objectifs vraiment très très importants, de partir en vacances, de faire ceci, faire cela. Et bien sûr, pas partir en vacances n'importe où, mais à l'époque c'était au Japon. Et bien en fait, tout simplement, je m'étais mis sur un PowerPoint et sur un papier des images en fait. Je m'étais mis des images du voyage que je voulais faire, de l'appareil réflexe que je voulais faire, etc., etc. Donc j'avais vraiment eu ce truc visuel que je mettais le matin et le soir pour me motiver à bosser. Alors ça c'est la partie motivation, la visualisation, hein. C'est qu'une partie. Alors ça fonctionne pas à 100% ce truc-là, je ferai peut-être un article là-dessus, parce qu'en fait cet aspect visualisation ne suffit pas, ça permet de se motiver, mais il faut trouver le why. En fait, c'est important. Le why, je crois que c'est Simon Sinek qui l'a dit, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Parce que juste donner la visualisation, c'est bien, mais si vous n'avez pas le pourquoi, vous allez être un petit peu bloqué. Donc, si vous regardez, vous tapez TEDx Simon Sinek why, vous avez une vidéo en fait qui va vous donner vraiment le sens et qui est vraiment intéressante parce que parfois euh, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas pourquoi on le fait. C'est souvent les gens qui se posent des questions sur leur boulot, leur entreprise, est-ce qu'ils doivent se lancer ou pas. Et c'est quelque chose qui est important, le why. C'est vraiment essentiel, surtout si vous voulez par exemple lancer une boîte ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, le why? Donc là, c'était la première chose, hein, la visualisation, mais de manière très simple, si vous voulez en fait avancer sur vos projets, vous avez la to-do list qui est sur un tableau blanc et que vous pouvez consulter, ça c'est super fort. Ou encore, quelque chose de simple, vous voyez, moi je vais bientôt déménager.
Et en fait, j'aimerais bien aller réduire mon stock un petit peu de bouteilles de vin, réduire mon stock de boîtes de conserve, de boîtes de pâtes et tout ça, quoi. Et donc, en fait, le meilleur moyen de les utiliser, c'est de les sortir. C'est-à-dire que si vous les mettez dans un placard où vous ne les voyez pas, ben, vous oublierez en fait à un moment donné que vous avez 4 paquets de pâtes, vous avez je sais pas, du pâté, vous avez je sais pas quoi. Tandis que si vous les sortez et vous les mettez une sélection, hein, vous ne sortez pas tout votre bazar, mais vous mettez les trucs que vous voulez vraiment utiliser en priorité, vous les mettez sous vos yeux et là, bim, tout de suite, vous n'allez pas les oublier, vous allez les utiliser. C'est en ça en fait que le visuel est vraiment très très important et c'est pour ça que la matrice SWOT a vraiment autant d'efficacité et qu'elle est vraiment intéressante. Voilà. Alors l'étape numéro 2, c'est l'Unique Selling Proposition, hein, c'est en quoi vous êtes différent des autres et en quoi vous vous différenciez. Donc je vous expliquerai dans cet article le pitch, comment ça fonctionne, etc. D'ailleurs, si vous voulez écrire un bon pitch, j'ai écrit un bon article là-dessus. Vous tapez pitch conseil marketing et en fait dans Google, et en fait je vous explique les deux manières de faire un pitch. Parce qu'en fait il y a le pitch produit. C'est le pitch un peu classique que moi j'ai utilisé pendant des années qui était, par exemple, je sais pas, on va parler conseil marketing a été conçu pour les PME qui veulent améliorer leurs ventes, fidéliser leurs clients. Conseil marketing est un des seuls blogs qui offre des dizaines de livres blancs et qui fait des articles spéciaux B2B, des vrais dossiers qui lui permettent de progresser grâce en fait à l'expertise de Frédéric Annabette qui a plus de 20 ans dans le marketing. Voilà. Et Fred d'ailleurs a écrit offre 3 formations, une formation sur le growth hacking, une formation sur le marketing automation et une formation sur je sais plus quoi d'ailleurs. J'offre 3 formations que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Vous voyez donc en fait ça c'est un truc très simple, c'est un pitch qui est orienté produit. Et en fait vous avez l'autre pitch qui est le pitch orienté client et qui est beaucoup plus compliqué à faire et qui nécessite un petit peu plus de travail. Où on va vraiment s'adresser à la personne, on va dire ben, j'aide les entreprises qui veulent en fait développer leur vente de manière astucieuse et originale grâce aux techniques de growth hacking. Les techniques de growth hacking vont permettre aux personnes de multiplier par 2 leurs ventes, et blablabla. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. On est vraiment dans un concept qui est vraiment différent. On s'adresse à une cible dans le second cas. Donc en fait, tapez ça dans Google, vous verrez, cet article est assez sympa et ça vous aidera en fait à mieux présenter votre entreprise. Donc si vous êtes un peu timide, faites plutôt la première partie qui est orientée produit. Si vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, faites la deuxième partie qui est orientée cible et qui généralement est quand même plus sympa à écouter. Voilà. L'étape numéro 3, c'était les techniques de création de marque. Voilà. Donc là, c'est les fameuses techniques que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit en fait, vous pouvez créer une marque qui va être totalement originale et qui va être vraiment sortir du lot. Par exemple, vous avez Altis qui est vraiment une marque en fait de SFR, hein, qui est la maison mère de SFR. Et en fait, le problème de cette marque-là, c'est que certes, elle est sympa, elle est prononcée, elle est plutôt jolie, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, il va falloir faire un gros travail de communication pour se faire connaître. A contrario, vous avez des noms qui sont hyper évocateurs, comme par exemple, je vous ai parlé de Ciel de Vie Facture, vous avez ou Sedge Gestion Commerciale ou des choses comme ça, où en fait, il y a le nom du produit dans directement le nom de la marque. Donc ça, c'est vraiment les deux moyens en fait de pouvoir en fait il y en a plusieurs, je vous en expliquerai, il y a plusieurs moyens, mais c'est vraiment les notions vraiment extrêmes. Donc en fait vous pouvez soit en fait choisir un nom qui sera vraiment totalement inventé mais vous ferez un gros effort de communication, soit en fait vous allez trouver un mot qui va être très évocateur et à ce moment là en fait vous aurez beaucoup plus de possibilités d'être plus impactant tout de suite. Donc plus vous êtes une grosse boîte, il faut choisir des noms originaux, plus vous êtes une petite boîte, plus il faut choisir des noms qui vont être immédiatement évocateurs. Sachant que quand on est une start-up et quand on est une toute petite entreprise, quand on est un commerçant, un indépendant, le choix de la marque est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous différencier des autres. Si vous contentez d'une marque un petit peu passe-partout, ça va faire un petit peu flop parce que vous n'allez pas pouvoir y mettre de l'émotion, vous n'allez pas pouvoir mettre de la différenciation. Et donc, généralement, c'est pas super efficace. Donc, moi, ce que je vous conseille, plus vous êtes petit,
plus vous devrez soigner votre charte graphique et plus vous devrez soigner votre marque parce qu'en fait vous allez vous différencier via un marketing qui va être beaucoup plus joli, plus agressif qu'une grosse boîte. Parce qu'en fait, bizarrement, mais c'est vraiment, j'ai toujours constaté, plus on est une grosse boîte, moins en fait on a de latitude et de possibilités de faire des belles marques, des communications décalées ou des communications originales ou des actions marketing originales. Parce qu'en fait, plus on est dans une grande boîte, plus il y a les gens qui tuent les idées. Ils tuent les idées parce qu'en fait, ils disent non, mais la marque ne peut pas faire ça, mais non, mais on fera jamais ça, les clients font jamais ça. Tandis qu'aussi, une petite boîte, eh ben, on ose péter les codes et on fait ça. Donc ça, c'est le growth hacking. Et n'hésitez pas, je vous explique ça en fait dans mon bouquin, le growth hacking que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà. Donc plus vous êtes une petite entreprise, plus soignez ça. Donc maintenant, on va passer aux techniques en fait de création de noms. Alors, je vous ai dit que c'était le cœur de cet article-là. Donc, on va passer du plus simple et après, on verra des techniques un peu plus évoluées, un peu plus originales. Donc, la numéro un, c'est utiliser des noms qui définissent votre concept. En fait, le but, c'est de faire vraiment simple, efficace pour que le client, le prospect qui va entendre votre marque, qui va la voir votre marque, va comprendre tout de suite ce que vous faites le mieux. Par exemple, je parlais de ciel de facture, TV Braze, des choses comme ça, The Body Shop, l'écrin pour une joaillerie, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment très très simple. Alors, il faut faire attention à faire non plus trop générique. Il faut faire plutôt un spécialiste. Vous n'allez pas marquer bijouterie pour une bijouterie, quoi. Vous n'allez pas marquer vente de montres pour des ventes de montres. Vous allez vraiment parler, vous allez trouver un truc qui va être beaucoup plus évocateur. Par exemple, si vous faites de la couture, vous allez, il y a l'émission La Coupe et Cousu qui est plutôt sympa parce qu'en fait on parle bien coupé cousu, ça évoque un petit peu le nom, mais on n'est pas dans je sais pas quelqu'un qui fait de la couture quoi, couture. Ou alors on pourrait trouver quelque chose qui est couture pas chère ou des choses comme ça. Voilà. Alors la variante 2, c'est tout simplement faire un jeu de mots sur des termes proches de votre activité. En fait, on reprend toujours la fonction du produit, le bénéfice client, sauf qu'en fait, on va faire un petit côté humoristique et décalé. Par exemple, pour des chaussures, ça peut être rock'n'roll, une entreprise de nettoyage, ça peut être propre et net, ça peut être par exemple école de bonne conduite ou coupe-tif, coiffure ou des choses comme ça. En fait, le but en fait, c'est de se dire voilà comment je vais faire pour me distinguer des autres. Par exemple, ça peut être un esthéticien pour les trucs pour chat. Mange debout pour quelqu'un qui fait, avec un 2 hein, bien sûr, mange debout pour quelqu'un qui fait une sandwicherie où on peut manger debout. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Avec la limite près que tout le monde ne comprend pas forcément votre jeu de mots. Esthéticien, ça se comprend si on connaît un petit peu la vitrine ou une chose comme ça, mais autrement c'est un peu compliqué. Voilà. Variante numéro 3, hein, c'est toujours utiliser un ou plusieurs mots qui définissent votre philosophie sans décrire exactement votre concept très simplement. Par exemple, en fait, c'est le club des sommeliers pour un label de vin, par exemple. Ça, en fait, le club de sommeliers, on se dit, bah tiens, ouais, c'est un truc sur le vin. Voilà. Mais c'est pas tout à fait le nom de la marque, mais c'est quelque chose qui revient vraiment de manière très très proche. Variante numéro 4, c'est répandre un nom peu utilisé mais tomber dans la désuétude pour simplement sortir un petit peu du lot. Par exemple, un magasin de chaussures peut s'appeler le tanneur. Quoi. Le tanneur, c'est quelqu'un, un magasin de chaussures et de sacs ou de choses comme ça. C'est le tanneur et ça, c'est des trucs un petit peu anciens. Donc vous pouvez vous dire, bah, tiens, quels sont les vieux noms qu'on donnait en fait à ce métier-là, voilà, auparavant, ou à ce secteur d'activité-là. Donc la méthode numéro 2, là on a fait la méthode numéro 1, c'était utiliser des mots-clés qui veulent dire quelque chose. La méthode numéro 2, c'est créer un nouveau nom à partir d'un ou plusieurs mots-clés. En fait, il y a plusieurs méthodes pour ça. Souvent, en fait, on va prendre des sons ou des mots-clés existants qui sont vraiment proches de votre concept ou des mots-clés à utiliser et on va modifier quelques syllabes pour en créer des nouvelles en gardant uniquement une structure simple. Par exemple, en fait, vous pouvez rajouter des valeurs féminines ou des consonances féminines. Par exemple, c'est tout ce qui est les mots qui finissent par A. Activia, Veolia ou des choses comme ça. Les mots aussi qui finissent en I, en F, en L et en M sont souvent en fait connotés avec
des valeurs féminines. Les valeurs masculines plutôt sont plutôt en O, par exemple Colissimo, Xerox ou des choses comme ça, ou en X, hein, O ou X, par exemple je sais pas, Bellissimo ou des choses comme ça. Tandis que Bellissima, on sera plutôt quand même sur des valeurs féminines. Après, en fait, vous pouvez aussi utiliser un petit peu la mode des startups en rajoutant un petit peu de dynamisme avec les que, les peu et les te, quel job, quel billet, etc., etc., avec un K en plus, ça fait un peu moderne, ça fait un peu de chance. Il peut y avoir également des valeurs de douceur avec un me, ne, mi-job par exemple, on pourrait dire ça, ou alors un V. Tout ce qui commence par un V en fait, c'est par exemple les V comme Vivendi, euh, des choses comme ça. Voilà. Alors la première variante, tout simplement, c'est associer un ou plusieurs noms et en faire un nouveau. Par exemple, ben voilà, moi j'ai sorti il y a quelques années de ça un logiciel, une fonction d'un logiciel. Donc c'était un logiciel ciel et donc c'était un logiciel de gestion et on voulait qu'il soit intuitif et donc on a sorti l'intui ciel parce qu'en fait c'était pour intuitif et que c'était logiciel. Voilà. Variante numéro 2, faire de la phonétique à partir des termes de votre nom. Par exemple, devis et travaux, ça peut faire devis travaux, T-R-A-V-O-S. Quel coût? Ben, vous vous souvenez tout de quel coût, hein, c'est pas quel coût comme ça s'écrit, mais quel coût avec un K. K-E-L-K-O-O. Voilà. Copier-coller, ça peut être copie-colle. Colis, colissimo. Voilà, vous voyez un petit peu mythique, rencontre mythique, ben voilà, mythe, rencontre, tic, mythique, voilà. Variante numéro 3, prendre un mot simple et le modifier pour en faire un mot unique. Le but en fait c'est simplement d'aller prendre en fait des mots un petit peu classiques et de les changer. Par exemple voyager, hein, on peut très bien se dire voilà j'utilise un pass pour voyager, donc c'est mon Voyago, mais en fait c'est aussi voyager, c'est naviguer, c'est partir sur les mers, ça fait un peu rêver, et donc à ce moment-là bah, je vais faire un pass Navigo, parce que je veux non seulement donner cet aspect de voyage, mais également cet aspect de liberté. Et là, par exemple, vous avez télépéage avec liberté, qui est aussi un moyen de payer en fait avec sa carte. Voilà. Variante numéro 4, c'est les mots génériques simples en fait pour donner une dimension totalement décalée. C'est vraiment un moyen de beaucoup de marques en fait. Par exemple, la eau pure ou la cigarette Death. Moi j'aimais bien ça. La cigarette Death au Brésil, c'est des cigarettes qui s'adressent vraiment aux ados et le nom de la cigarette c'est la mort quoi. Donc vous voyez, c'est un truc un peu ouf quoi. Donc c'est comme si vous avez une boisson énergisante ou une marque d'alcool qui s'appelait Death ou la mort ou la mort subite. Tiens voilà, tiens, bah, bien voilà, c'est une bière qui existe, la mort subite. Et ben en fait c'est vraiment quelque chose qui est on va faire vraiment une dimension totalement décalée. Et vous avez plein en fait comme ça de marques décalées, comme par exemple la parisienne ou la bière. Je crois qu'il y a une bière qui s'appelle la Quéquette ou des choses comme ça. Enfin vous voyez, on va faire des trucs totalement décalés, parfois en créant des mots avec de la phonétique et tout ça. Après, vous pouvez également créer des mots totalement décalés sans rapport avec votre activité. Bah, par exemple, hein, vous allez dans Star Wars. Vous avez en fait Luke Skywalker. Bon, alors Luke Skywalker ça va, mais Anakin. Ensuite, vous avez plein de noms, beaucoup de noms de planètes, beaucoup de noms de personnes en fait dans Star Wars sont des mots qui sont totalement inventés et je crois qu'ils ont même un générateur de noms qui sont tirés de ça. Je pense que si vous tapez Star Wars Name Generator, eh ben vous allez pouvoir retrouver un générateur qui vous permet de créer des mots comme ça totalement inconnus grâce en fait à Star Wars. D'ailleurs tiens, allez je vais le faire. Star Wars Name Generator, voilà, et vous tapez ça dans Google et vous allez retrouver ici deux, trois techniques. Et ici, Fantasy Name Generator, voilà. Alors je suis dessus direct et vous allez taper, je sais pas, il met get female name et là il me choisit Skyloop, OKWig, enfin il me propose vraiment des mots complètement inconnus et totalement délirants. Voilà. Donc c'est simple en fait de pouvoir créer des noms de Star Wars, hein. Et donc voilà, il me fait automatiquement des name generators, voilà.
Endor au gras, Kof Corvic, enfin voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple comme ça d'utiliser cette technique-là pour générer des mots qui veulent rien dire. La troisième méthode. Troisième méthode en fait pour créer des noms de marques originaux, c'est créer un sigle. Alors le sigle en fait le problème c'est que c'est un petit peu has-been. Tout le monde se souvient de la SNCF, PPR pour Pinot Printemps la Redoute, je crois que ça a changé depuis un certain temps. FAMAS, fusil automatique de la manufacture de Saint-Étienne. Bref, il y a comme ça plein de noms en fait qui existaient. Ben, SFR, Société de radiotéléphonie française, je crois. Vous avez un max de trucs comme ça qui sont sortis. Je crois que KPMG ou des choses comme ça, c'est ça. Il y a vraiment plein de noms comme ça. BCG, Boston Consulting Group. Il y a plein de marques comme ça un petit peu anciennes qui ont été créées en ajoutant des noms de personnes, etc. Le problème donc c'est que ça fait un peu vieillot, surtout quand c'est écrit en majuscule. Par exemple, voilà, vous avez EBP hein, qui est un éditeur de logiciel. EBP, ça fait pas génial quoi. Ça donne pas en fait une marque, ça donne pas un sens. C'est un peu, voilà, c'est court, mais c'est pas, waouh, c'est pas évocateur. Par contre, BP avait sorti un truc intéressant à l'époque. Il avait sorti un assistant qui s'appelait l'AMI, l'aide multimédia intégrée. Et quand c'est expliqué, là, ça a un sens. Vraiment, il faut qu'il y ait cette explication de pourquoi en fait on veut ce cycle-là. Voilà. Euh, Technique numéro 4. Utiliser des noms de références prestigieuses historiques locales. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant au bémol près que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle marque comme ça. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'utiliser la marque Paris ou dire des noms que vous ne possédez pas. Bon. Par exemple, vous pouvez au contraire prendre des marques historiques. Imaginons que vous voulez sortir un truc un magasin de vin, bah, vous pourrez très bien l'appeler le repère de Bacchus, la cave de Dionysos, le dealer d'ambroisie ou goûter l'ambroisie ou des choses comme ça. Donc en fait, le truc c'est que bah, vous allez certes avoir une connotation, un positionnement qui va être sympa, mais par exemple l'ambroisie, bah, tout le monde ne connaît pas quoi. Il faut être un peu fan des dieux grecs et tout ça quoi. Donc autrement bah, vous allez un petit peu lâcher du monde quoi en route. Tandis que si vous mettez même la cave de Dionysos ou Bacchus, alors Bacchus est peut-être un peu plus connu parce que c'est voilà, mais bon c'est les mêmes dieux, enfin c'est le même dieu qui est avec en grec et en latin, mais en fait bon voilà vous allez lâcher du monde en route quoi. Et vous allez, mais si votre cible est élitiste, justement, ça peut être intéressant de faire ça, comme je vous le disais précédemment. Variante numéro 2, c'est utiliser les noms de personnes célèbres. Bah, vous vous souvenez tous de la Renault Picasso, du chocolat Léonidas, hein. Léonidas bah, qui était un roi, hein, qui était très connu. Donc en fait, voilà, vous pouvez utiliser comme ça des noms qui sont originaux. Au bémol près que ben, si vous utilisez le nom de quelqu'un qui est célèbre, ben, vous allez sans doute devoir payer des royalties. Ben, par exemple, Picasso, si je me souviens bien, Renault en fait paye des royalties à Picasso. Donc voilà. Pareil pour les parfums, si je sais pas, vous voulez faire un parfum Justin Bieber, et ben en fait vous allez devoir payer des royalties à Justin Bieber quoi. Et pareil pour la Reine des Neiges. Mais vous pouvez très bien aussi comment dire, être un peu malin et pas dire la Reine des Neiges, mais la Princesse des Neiges, quoi. Donc en fait, le parfum des Princesses des Neiges ou des Princesses du Froid. Enfin bon, voilà, vous pouvez utiliser un truc un peu différent. Attention bien sûr au parasitage, à pas reprendre la forme, à reprendre l'image, etc., le logo, blablabla. Donc autrement, un autre point, la variante numéro 3, hein, de toujours cette fameuse technique numéro 4 d'utiliser des noms et de personnes, c'est l'usage de la marque patronymique, le nom du fondateur. Par exemple, en fait, vous pourrez très bien utiliser votre nom de famille, comme par exemple Afflelou, Leclerc, Tati, Dell, je crois que c'est Michael Dell qui a inventé Dell au départ. Donc voilà, donc c'est quand même facile à faire. Les limites en fait, c'est bien sûr attention quand il y a une personne qui fait un peu n'importe quoi. Après, vous allez pouvoir être touché par ça. Imaginons que bah voilà, vous vous souvenez de Paco Rabanne, hein, il avait une marque de parfum d'ailleurs que moi j'avais acheté, je trouvais qu'il sentait vachement bon. Et en fait, Paco Rabanne, avec ses délires de station Mir qui s'écrasait sur Paris, etc., et ben en fait, il s'est grillé et vraiment ça nuit fortement à l'image. Donc, il faut faire attention, pas trop associer ces images, ces produits. Mais autrement, vous pouvez parler aussi. Je préfère très bien Frédéric Canevet Consulting, quoi. Hein. Mais bon, je trouve que c'est pas forcément génial. Voilà. La variante numéro 4, c'est prendre un lieu célèbre.
La variante numéro 4, c'est simple, hein. Vous habitez tiens, voilà un exemple, la Roche au Fée. La Roche au Fée, en fait, c'est une vieille marque de yaourt. Et en fait, si vous allez du côté de Rennes, je crois que c'est vers Rennes, Fougères ou quelque chose comme ça, ou Vitré, si vous sortez de l'autoroute, vous allez voir que la Roche au Fée, c'est un vrai endroit. Et ça avait donné le nom de la Roche au Fée, qui était une marque connue à l'époque. Voilà. Donc vous pouvez également, je sais pas, prendre l'eau de Javel. L'eau de Javel aussi, c'était fabriqué à Javel, qui était un quartier à Paris. Donc les limites, attention, c'est que vous pouvez pas prendre Paris, par exemple, hein, donc faut faire gaffe. Vous pouvez également utiliser un nom local. Par exemple, si vous avez, je sais pas, le Krampus, voilà, Krampus pour les crêpes, ça veut dire crêpe en breton. Il y a des crêpières en fait qui s'appellent Krampus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça donne un côté local. C'est le truc un peu, forcément du coin. Donc forcément du coin, ça veut dire de la qualité. Donc vous allez pouvoir le vendre plus cher, etc., etc., etc. Donc variante numéro 6, c'est ce que je vous disais précédemment, louer les services d'une star, hein, pour lancer un produit, les parfums Jean-Paul Gaultier, il y a même Serge Blanco qui a sa marque de fringues. Donc le but c'est de trouver quelqu'un qui est un peu connu et d'exploiter son image. Par exemple, vous aviez à un moment donné, je crois que c'était Laure Manodou qui avait donné son image, je crois, à des meubles ou à je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça peut être un moyen d'avoir comme ça quelqu'un de qualité qui va donner votre image. Vous vous souvenez sans doute tous de Zinedine Zidane, qui pendant pas mal d'années a été associé à Franprix. Et en fait, pour eux, c'était un super truc parce que ça donnait une super image à leur marque. Mais bon, voilà, vous êtes un peu dépendant de la marque, enfin de la marque de la star. Variante numéro 7, c'est acheter en fait une licence d'utilisation. C'est ce que je vous disais un petit peu avant, c'est Harry Potter, Dora l'exploratrice, etc. Ça, c'est vraiment ce qui a été le succès par exemple de Lego. Lego a vraiment explosé ses ventes grâce aux licences. Parce qu'en fait, ils se sont différenciés avec quelque chose d'unique qui était incopiable. Et puis les gamins qui sont fans de Spider-Man, de Star Wars, ils veulent avoir les Lego, etc. Moi, j'ai comme ça un de mes neveux qui est fan en fait de Lego. Et à chaque fois, on sait très bien que c'est des logos Star Wars qu'il veut, quoi. Voilà. Donc variante numéro 8, c'est racheter les droits d'une vieille marque qui reste en fait dans les mémoires. Tout à l'heure je vous ai parlé de la Roche au Fée, et je pourrais vous parler également de l'absinthe. Vous avez vu ressurgir il y a quelques temps l'absinthe. Alors ça n'a rien à voir parce que en fait l'absinthe de maintenant et l'absinthe du début du siècle, ça n'a rien à voir parce qu'en fait il y avait un degré d'alcool qui était hyper fort et qui pouvait rendre les gens malades. Par exemple le foie qui était flingué avec cet alcool-là. C'est pour ça en fait qu'ils rajoutaient du sucre parce qu'en fait c'était hyper fort. Donc en fait, voilà, vous pouvez racheter l'absinthe, vous pouvez racheter la rochauffée ou n'importe quoi. Variante numéro 9, c'est prendre en fait un nom générique ou un pseudonyme. Par exemple, vous vous souvenez tous d'Alice, qui était une marque italienne, ils avaient pris Alice. Monsieur Marie, vous vous souvenez, Monsieur Propre, la mère Denis. Bref, en fait, voilà, vous allez comme ça créer un personnage qui va être emblématique, c'est assez intéressant, mais le problème c'est que le jour en fait où cette marque-là ou votre égérie disparaît, ça va être un peu compliqué. Par exemple, on se souvient tous de Vedette, qui était la mère Denis. En fait, bon, pour les plus jeunes d'entre vous, ça dira rien, mais pour les plus vieux, la mère Denis, ça vous rappelle des spots de télé, et jour elle est morte, Vedette, en fait, c'est ramassé, un truc, parce que c'était plus les mêmes. Pareil, les surgelés Marie, ils ont eu du mal à trouver un remplaçant à Dreyfus, parce qu'en fait, il était tellement associé à la marque que ça devient compliqué, quoi. Voilà. Variante numéro 10, c'est utiliser également des chiffres et des caractères spéciaux. Tout le monde se souvient de la 106, de la 206 qui ont été développés par Peugeot. Et en fait, le problème, c'est que c'est compliqué à trouver. Mais par contre, ça peut être assez sympa. Il faut faire gaffe aussi, par contre, à certains trucs. Par exemple, Optite 2000, Sport 2000. Attention non plus à ne pas utiliser trop de nombres parce qu'en fait, vous allez vous retrouver parfois un petit peu has-been si vous ne faites pas gaffe, quoi. Voilà. Alors, la technique numéro 5. On est à peine à la moitié. La technique numéro 5, c'est utiliser des noms proches du concept original et partir d'une référence stratégique. Par exemple, c'est un truc simple quand vous avez des cartes Gold, Silver, Platinum, Avantage, Privilège, Premier. Moi, je l'ai fait très 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 souvent lorsqu'en fait, je travaillais chez des éditeurs de logiciels. Et pour nommer le nom des contrats, il y avait un contrat de service qui était Gold, Platinum, Premium, etc. etc. Vous pouvez également utiliser des mots-clés proches du concept. Par exemple, aiguilleur de ciel. Pour être, en fait, c'était les gens qui faisaient de la prescription. Carte plein ciel ou préférentiel. Mais au lieu d'écrire préférentiel pour le club préférentiel, c'était pas avec un
T, mais avec un C comme ciel. Vous voyez, vous prenez un nom préférentiel et voilà, vous changez la, la fin pour l'associer à votre marque. Par exemple, aussi, vous pouvez utiliser des hyper, des méga, des terra, des hypo. Hypoallergénique, c'est un mot qui a été totalement inventé. Donc en fait, vous allez choisir en fait des extensions et vous allez les ajouter à vos propres noms. Voilà. Technique numéro 6, c'est reprendre des mots étrangers. En fait, reprendre des mots étrangers, c'était vraiment une mode pendant très longtemps. C'est prendre en fait des mots anglais et se les coller pour les faire une version plus moderne. Par exemple, pressing discount ou je sais pas, fast food discount ou fast food king ou n'importe quoi. En fait, vous allez utiliser comme ça ce nom étranger pour faire un petit peu plus original. Vous pouvez également, par exemple, une pizzeria peut être un restaurant au lieu d'être un restaurant, parce que si vous êtes en Italie, tout ça c'est restaurant. Ou alors vous pouvez utiliser un mot en fait qui est issu d'une autre langue. Par exemple, à un moment donné, il y a quelques années de ça, il y avait le lapin Nabastag. En fait, ça veut dire lapin en arménien. Voilà, donc en fait c'est excellent quoi. En fait, ça veut dire un autre mot, enfin c'était un lapin qui servait à faire de la communication, de Wi-Fi et tout ça. Et en fait, ce lapin-là, il avait un vrai nom, une vraie signification. Voilà. Faites attention par contre au nom. Si vous êtes parmi les plus vieux d'entre vous qui écoutent mon podcast, vous vous souvenez peut-être à l'époque des publicités pour les 3615 olé olé. Je me souviendrai toujours des 3615 Koum. 3615 Koum, faites le 3615 Koum pour ceci, cela. Les gens avaient une vague idée que Koum, ça voulait dire quelque chose qui n'était pas olé olé, mais en fait, Koum, ça veut dire sperme en anglais, quoi. Donc forcément, je ne sais pas si vous imaginez des gens qui disaient faites 3615 sperme, non, on l'aurait pas fait. Mais à l'époque, les gens comprenaient pas trop et bon, voilà, ça donnait une idée où ils disaient oulala, c'est un peu olé olé, mais voilà, sans savoir exactement ce que c'était. Variante numéro 2, reprendre tout simplement un mot sans équivalence, soit une traduction, un concept ou un mot d'une bonne sonorité. Par exemple, Eurostar, voilà, qui ne veut pas dire grand chose, mais voilà, on fait des choses. Par exemple, aussi, j'aime bien aussi la marque Kandoo, K-A-N-D-O-O. Kandoo, en fait, c'est des marques de couches, couches mais en forme de culotte, en fait, qui aident les enfants à aller sur le pot. Can do. Et en fait, ça est devenu Kandoo. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce genre de marque qui donne vraiment un concept intéressant. La technique numéro 7, c'est tout simplement faire du mimétisme. En fait, vous êtes challenger, vous voulez en fait capter une partie du trafic d'un gros dans votre domaine. Lui, il a 90% ou 80% du marché. Vous, en fait, vous avez un produit équivalent, vous pouvez avoir le même circuit de distribution, vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités, etc. Et simplement, vous allez essayer de le reprendre en fait le même concept sans copier. Ça, par exemple, c'est la grande distribution qui était vraiment championne là-dessus avec je sais pas, les pépitas avec les pépitos, enfin tous ces trucs-là. Vous avez également, si vous étiez un petit peu fan de la presse, à un moment donné, vous avez le groupe Lafon qui créait en fait des magazines qui étaient des copies en fait de magazines connus. Par exemple, vous aviez Voici, et eux ils sortaient un truc, je sais pas, Voilà ou des choses comme ça. Enfin, bref, c'était assez marrant de voir ce truc-là. Donc bien sûr, le mimétisme est vraiment à la limite du parasitisme. Il faut faire quand même attention parce que vous pouvez ramasser un procès là-dessus. Voilà. Alors je vous en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais en fait vous avez la technique numéro 8 qui se base intégralement sur les suffixes et les préfixes. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une marque en fait et vous voulez vous baser tout là-dessus. Par exemple, vous avez une personne qui s'appelle Isabelle et en fait vous allez essayer de prendre en fait le début ou la fin du mot Isabelle et vous allez trouver en fait des mots-clés qui sont proches de ça. Par exemple, vous allez choisir tous les noms qui commencent par Isa ou qui finissent par Isa. Et donc en fait, vous allez comme ça trouver des nouveaux mots. Alors vous avez en fait le Dix matière qui permet de faire ça. Par exemple, le ciel peut être utilisé. Moi, j'avais utilisé très souvent ça. Quand je voulais créer une marque ciel, je tapais
tous les, enfin, autour de la marque ciel, je choisissais tous les mots qui finissaient par ciel, que ce soit un ciel C-I-E-L ou T-I-E-L. Et donc, par exemple, on avait trouvé comme ça préférentiel, exponentiel, avec un ciel à la fin. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire sur, il y a un site qui s'appelle Études littéraires, qui permet également d'aller retrouver les infos. Neuvième outil, ça en fait c'est un outil que ça vous donnera pas grand chose, mais ça peut vous aider à libérer votre créativité. C'est les générateurs de noms automatiques. Alors vous en avez plein qui existent. Vous avez Panabi qui existe, NameMesh, NetSubstance, Nameboy et tout ça. Bon, ça vous permet en fait de trouver des noms, mais généralement c'est pas forcément hyper créatif. Mais bon, amusez-vous un petit peu. Généralement ils utilisent un petit peu vous sortez trois quatre noms et en fait ou une dizaine et en fait il va vous fabriquer des noms. Alors la technique numéro 10, c'est vous inspirer d'une marque étrangère. Alors le but en fait, ça va pas bien sûr d'aller copier-coller un truc et faire une traduction pure et dure. Non, en fait, le but c'est d'aller vous inspirer. Donc par exemple, vous voulez ouvrir une boutique de chaussures. Voilà. Vous tapez en fait dans Google Best Shop for Shoes. Alors je sais pas comment c'est écrit en fait, shoe shop hein, peut-être. Et en fait tout simplement vous allez essayer de retrouver les idées en fait de marques qui sont intéressantes. Par exemple si vous tapez donc Best Shops Shoe Shop in Paris, vous allez trouver Shoeaholic. Et c'est vrai que Shoeaholic, vous pourrez dire bah tiens Shoeaholic ça peut être accro aux chaussures ou accro, vous allez pouvoir en fait l'adapter à votre secteur d'activité à vous. Donc vous essayez de regarder en disant tiens, ah ouais, cette marque-là, ça peut être Chausse Addict ou ça peut être Accro Chaussures. Vous voyez, vous allez un petit peu l'adapter à la France. Voilà. Onzième technique, c'est tout simplement essayer d'aller choisir un nom de domaine libre ou une marque abandonnée. Le but en fait c'est de se dire merde, j'arriverai jamais à trouver quelque chose d'original. Par contre, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pensé avant moi et qui vont pouvoir en fait me vendre cette idée-là. Donc plusieurs possibilités. Vous allez en fait chercher des noms de marques qui existent par exemple sur l'INPI ou n'importe quoi. Vous allez également aller sur sedo.com, sedo.com, et en fait vous allez sur Sedo en particulier, vous allez chercher en fait des noms de domaine à vendre. Il y a des gens qui ont des noms de domaine à vendre et qui sont parfois intéressants et qui peuvent être originaux, et donc vous achetez en même temps le nom de domaine et donc après vous vérifiez que la marque est déposée. Voilà, ça c'est un truc à faire. Douzième chose, faire appel en fait à l'intelligence collective. Ça c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, et moi à l'époque je le faisais pas parce qu'en fait il n'y avait pas les réseaux sociaux etc. il y a 10 ans. Enfin, pas à ce niveau-là. Maintenant, en fait, vous pouvez très bien demander tout simplement à vos fans sur Facebook, sur Twitter, etc. de vous suggérer un nom de marque. Moi, je le vois régulièrement. Il y a des gens en fait sur Facebook qui sont mes contacts et qui me disent tiens, et qui pas à moi, qui disent en fait voilà, je vais sortir un nouveau produit. Qu'est-ce que vous pensez de tel nom, tel nom, tel nom? Et puis les gens disent ah non, moi je préférais ça, moi je préférais ci. Et c'est que des fois vous dites oh putain ouais, c'est une super idée. Et donc en fait, envoyez à vos fans Twitter, Facebook, LinkedIn, disant tiens, je cherche un nom de marque, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On peut aussi envoyer un email à ses contacts en lançant un concours. C'est-à-dire que vous dites voilà, je vais lancer un concours, les 10 premiers noms de domaine intéressants ou les 10 premiers noms de marque recevront un cadeau et le premier, s'il est choisi, recevra un chèque de 50 euros, 100 euros, 200 euros, etc. etc. Voilà. Vous avez également des sites de crowdsourcing, c'est-à-dire que c'est des sites en fait où vous faites appel à des freelances dans le monde entier qui vous proposent de trouver des noms de marque entre 150 et 500 euros. En fait, vous avez des gens qui peuvent trouver pour vous. Vous avez par exemple Squad Help, Naming Force, CrowdSpring, CrowdDoodle. C'est des sites internet qui sont vraiment spécialisés là-dedans et en fait ils vont vous trouver des idées de noms de marque. Alors le seul souci que c'est souvent ces sites-là sont en anglais. Et donc forcément, vous n'aurez pas des noms qui vont être super bons pour la France, mais ça peut vous aider. Voilà, donc je vous ai montré ici les 12 techniques de création de nom de marque. Après, je vous invite en fait à aller sur mon article, vous tapez nom de marque et conseil marketing, et vous allez en fait tout simplement sur Google et vous allez tout simplement tomber sur l'article. Voilà. Et si vous avez d'autres techniques de création de marque, si vous avez trouvé des idées un petit peu originales, si vous avez trouvé des moyens, je sais pas, que vous n'avez pas vu dans cet article-là pour créer une marque ou un nom de produit, dites-le moi, je suis vraiment intéressé et je l'ajouterai à cette petite liste. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, puis à bientôt. Ciao, ciao.